Eh bien, bonjour à tous. C'est parti pour ce live. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On a déjà fait un live en début de semaine qui s'est très très bien passé. Nous remercions beaucoup les gens qui étaient présents et qui ont posé beaucoup de questions durant ce live. Aujourd'hui, on va encore parler d'économie circulaire. Alors, c'est un live qui est proposé par Camif. C'est une entreprise française de commerce en ligne spécialisée dans l'aménagement local et durable de la maison. On est sensible au Black Friday. C'est la semaine du Black Friday qui démarre, eh bien, c'est vendredi. C'est le dernier vendredi du mois de novembre, qui est un événement commercial. Et cet événement, évidemment, il est appelé à être boycotté par de nombreuses entreprises. On va en parler. Pourquoi? Et on va parler de tout ça, de l'économie circulaire et du boycott du Black Friday avec nos invités. On commence avec les présentations avec Quentin Delamotte. Bonjour Quentin, chef Bonjour. de projet chez Ethnici et créateur de mobilier recyclé. Bonjour à tous. À côté, en haut, à gauche pour moi, je ne sais pas si vous c'est pareil, c'est Timothée Kwan, président de Seconde Lit, Seconde Lit qui s'inscrit sur la seconde vie du matelas. Et nous avons également Emery Jacquilla, qui est PDG de Camif et président de la communauté des entreprises à mission. Et qui Bonjour organise, Caroline. justement, c'est Camif qui organise ces lives et on les remercie car c'est vraiment de très beaux lives et très intéressants. Vous allez le voir, puisqu'on va aborder différents sujets. N'hésitez pas durant ce live à nous poser toutes vos questions. Nos invités se feront un plaisir d'y répondre. Il y a un chat qui est proposé, donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions. On va commencer avec cette première question. Qu'est-ce que pour vous l'économie circulaire? Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos réponses. On va voir si vous connaissez l'économie circulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? On répondra bien sûr à ce sondage par la suite. Aujourd'hui, on va aborder donc l'économie circulaire, mais également agir depuis chez soi, pardon, et décorer autrement. Alors, une des solutions au Black Friday, c'est bien sûr l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que c'est? On va la définir avec vous, Emery, dans un premier temps. L'économie circulaire, c'est l'économie de demain. Parce qu'on ne va pas avoir d'autre choix que d'utiliser davantage les produits, de leur donner une deuxième vie, une troisième vie, d'utiliser moins de ressources, parce que la planète ne peut pas. Hein, c'est le fameux jour du dépassement. Hein, Ouais. quand je suis né, le jour du dépassement, c'était à Noël. Mmh. Aujourd'hui, c'est au mois de juillet. Et si toute la Terre entière consommait comme nous, Français, consommons, c'est en mai. Donc, on voit bien qu'on est arrivé au bout d'un Il faudrait modèle. peut-être préciser ce que c'est le jour du dépassement pour les Ah gens ben, qui c'est le sont là. jour où on a consommé tout ce que la Terre peut générer en un an. Enfin, Voilà. en fait, on devrait jamais dépasser euh, voilà, les ressources que l'on peut générer. Exactement. Et aujourd'hui, on le voit. D'ailleurs, avec la crise Covid, ça s'est sans doute vu davantage. Il y a beaucoup de tensions sur les matières premières. On entend parler des matières premières qui flambent, etc. Pourquoi? Parce qu'elles sont de plus en plus rares et qu'elles le deviendront de plus en plus, et qu'il faut trouver de nouveaux modèles de production qui soient plus soutenables par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, qui sont les enjeux et des défis pour l'humanité aujourd'hui, qui sont des défis environnementaux, avec des problèmes sur le climat, avec des problèmes sur la biodiversité et des défis sociaux aussi. Et finalement, l'économie circulaire va se substituer, je l'espère, en tout cas on y œuvre, et tous autour de la table, je crois qu'on y travaille, à une économie linéaire qui a depuis 100 ans toujours optimisé toute sa chaîne de valeur en découpant tout ce qu'on pouvait et en allant toujours chercher plus loin, moins cher. Aujourd'hui, il faut revoir complètement ce modèle. Et on n'a pas 100 ans pour le faire. Les scientifiques du GIEC nous ont alertés depuis de nombreuses années sur l'urgence d'agir. Et nous, pour Camif, on est très content de pouvoir participer à ce mouvement pour que l'économie circulaire, c'est-à-dire fabriquer avec davantage de composants issus du recyclage, penser la conception du produit, dès la conception du produit, penser sa fin de vie, utiliser moins de ressources naturelles, moins de ressources issues du pétrole, donc avoir un meilleur bilan carbone finalement de la production,
mais aussi dans la consommation et dans la fin de vie du produit. Voilà ce que c'est l'économie circulaire pour moi. Et pourquoi l'économie circulaire peut nous aider, selon vous, Quentin? Eh ben, effectivement, comme le disait Emery, l'économie circulaire, c'est effectivement mieux consommer, mais aussi mieux produire. Et dans cette phase de production, on va pouvoir vraiment intervenir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça part de la conception des produits. On appelle ça aujourd'hui l'éco-conception, avec des analyses de cycle de vie qui sont faites sur les produits pour connaître leur impact environnemental sur toute la durée de leur vie et vérifier qu'à partir de leur production jusqu'à leur fin de vie, ils sont moins impactants sur l'environnement que ce qu'on crée aujourd'hui grâce à l'économie linéaire. Et c'est surtout favoriser le local, des matériaux responsables ou des matériaux recyclés, travailler avec des partenaires et des fournisseurs qui sont proches de nous. Et donc, c'est valable à toutes les échelles et dans toutes les industries, mais bien sûr dans la nôtre, dans l'ameublement par exemple, pour diminuer notre impact tout en continuant à satisfaire le client en fabriquant du beau et du durable. Et comment se traduit justement une économie circulaire chez Ethnici? Alors, chez nous, effectivement, tout le modèle économique d'Edici en fait, est basé sur l'économie circulaire et même plus largement sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension sociale de l'économie circulaire également. Nous, notre métier, c'est d'abord de fabriquer de nouveaux matériaux à partir de déchets, de matières premières usagées. Donc, tous les objets de décoration, mobilier, etc., qui sont fabriqués dans notre usine sont composés à minima de 75% de déchets. Et donc là, on a pas mal d'analyses de cycle de vie qui nous permettent de montrer qu'on est 2 à 3 fois moins impactant qu'un meuble classique. Et donc, c'est quelque chose qui est prouvé et qu'on peut contrôler. Et en plus, tous les déchets que nous, on recycle sont des Hauts-de-France, parce je ne l'ai pas dit, mais on est basé à Lille. Mais donc, tous les déchets viennent sont des gisements très proches géographiquement parlant de notre usine. Et donc, on limite aussi les allées et venues, etc. Et aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des clients qui sont des clients français qui revendent sur un marché France ou proche à import. Et chez Secondly, est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cette éco-conception du matelas? Alors déjà, donc Secondly, on se positionne sur l'économie circulaire du matelas. L'économie circulaire, pour moi, ça s'inspire de la nature. Donc dans la nature, il n'y a pas de notion de déchets en fait. Tout le monde a sa place. Et du coup, chez Secondly, en fait, tout démarre avec le déchet, ce qui aujourd'hui est un déchet, un matelas en fin de vie. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'assurer que le consommateur aujourd'hui est prêt à changer ses modes de fonctionnement. Et nous, en tant qu'industriel, en tant que fabricant, on se doit d'y répondre. Et alors, la manière dont on y répond chez Secondly, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 métiers. On a un premier métier qui est le démantèlement et le tri des matières. En fait, les matelas arrivent et les matières sont séparées. À partir du moment où les matières sont séparées, on peut réfléchir matière par matière à leur seconde vie. Ce qui est compliqué dans un déchet, en fait, c'est le mix des matières. Donc là, le gros du travail, c'est d'abord ce qu'on appelle de la préparation au recyclage. Après, on a un deuxième métier, c'est sur certaines typologies de matières, typiquement qu'on a identifié chez Secondly, c'est le polyuréthane et le latex, on va essayer de recréer une nouvelle matière. Donc, pour cela, nous et les mousses polyuréthane vont être broyées, elles vont être mélangées avec une fibre polyester qui va servir de thermoliant. C'est passé dans des grands fours industriels, chauffés à 160 degrés, et on recrée des mousses. Et ces mousses peuvent être utilisées comme une mousse neuve en ameublement, en isolation, acoustique, thermique, etc. Donc, il y a plein de débouchés possibles à cette matière à partir du moment où on s'en donne la peine de lui donner de la valeur. Et on a un dernier métier qui est aller carrément jusqu'au produit fini. Et on a le savoir-faire pour refabriquer des matelas, des coussins, etc. Donc, on peut aussi... on peut également s'occuper de l'utilisation du bois. On peut certifier certains bois. C'est ce que vous faites justement chez Ethnici, non? Avec les meubles. Alors, effectivement, nous, on travaille essentiellement des déchets solides, beaucoup de déchets minéraux, donc issus de la déconstruction, du béton, de la brique, de la pierre bleue, des déchets d'industrie, etc., pour créer le Westériol, qui est la matière d'Enici, qui est donc un matériau composé à minima de 75% de déchets, pour obtenir un matériau qui est proche de la pierre dure,
Là où on vient travailler avec le bois, c'est surtout lorsqu'on vient upcycler des pieds en bois, etc. pour certains mobiliers qu'on associe avec des plateaux fabriqués en Westériol pour des designers ou des entreprises d'ameublement qui cherchent des meubles plus responsables pour des lieux publics ou autres. Et justement, alors chez Camif, vous avez choisi certains produits dans chaque marque. Quels sont les produits que vous avez sélectionnés? Vous avez décidé de collaborer, alors notamment chez Ethnici. Alors là, avec Camif, il y a eu une longue discussion pour trouver le bon produit, celui qui serait vraiment durable et par sa fabrication et aussi par son style. Ce qui est important dans l'économie circulaire, c'est aussi d'avoir des produits intemporels qui vont être capables de correspondre à beaucoup d'intérieurs différents et qui vont traverser le temps aussi. C'est aussi l'objectif, ça ne soit pas passé de mode d'ici un an ou deux. Nous, avec Camif, on a eu l'occasion de collaborer sur 2 collections. La collection EMI, donc c'est du mobilier, une table basse, une console, un bout de canapé fabriqué à partir de sable de fonderie pour le plateau, qui est donc un déchet d'industrie. Et les pieds métalliques, eux, ont été fabriqués chez Triselec en chantier école insertion. On parlait tout à l'heure de la dimension sociale. Ce sont des gens qui donc réapprennent un métier, et là en l'occurrence à travailler le métal, pour fabriquer ces piétements. Et on a aussi eu l'occasion de recycler du pare-brise pour la collection Blandine à travers d'objets de décoration et donc des vases et des lampes à poser. Et Emery, qu'est-ce que pour les matelas, je crois qu'il y a un matelas qui s'appelle Timothée. Il est bien né ce matelas Timothée. C'est dommage. Il a un joli prénom. Il est né en fait d'un exercice que l'on a fait en 2017 quand on avait inscrit dans nos statuts notre mission. On a un de nos objectifs de mission qui est de faire de l'économie circulaire notre standard. Donc ça nous a obligés à revoir les 21 000 références du catalogue produit Camif et à repenser la façon dont ils étaient fabriqués et à initier un projet qui s'appelle Camif Édition, où on développe des produits co-créés avec des experts de l'économie circulaire, avec des fabricants français, avec des consommateurs, avec des designers. Et ces nouvelles collections, elles ont démarré en 2017 lorsqu'on a fait un camifaton. Alors pendant 3 jours, on a réuni… Un camifaton. Ouais, ça a été 3 jours assez intenses où on a réuni tout cet écosystème de fabricants, d'experts, de consommateurs pour imaginer les nouveaux produits, les nouveaux modèles. Et une des choses qui est caractéristique pour moi de l'économie circulaire, Quentin parlait tout à l'heure du caractère local, ça ne peut se faire qu'au niveau local parce que c'est la rencontre et l'association de plusieurs acteurs qui va faire qu'on va pouvoir mettre en commun nos intelligences collectives pour imaginer de nouvelles façons de produire. Et là, il s'est passé quelque chose pendant ce camifaton. On a accompagné en fait 15 porteurs de projets qui se sont regroupés pendant ces 3 jours et on a été visiter d'ailleurs lors du tour du Made in France qu'on faisait avant le Covid, Secondly et Timothée dans son entreprise à Flaviac en Ardèche pour voir comment ils faisaient pour démanteler, faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire recycler, réemployer, et qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour mettre au point un matelas qui serait, c'était le rêve, c'était le truc impossible, parce que c'est toujours impossible au début, à atteindre, faire un matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Et du coup, ça a été 4 ans de travail pour Timothée, les équipes Camif et puis c'est énorme, 4 ans, c'est énorme. Projet, pour mettre au point un bloc de mousse qui est entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, qu'on fait, que Timothée fabrique en Ardèche. Enfin, tu nous en parleras tout à l'heure. Ça a été très complexe parce qu'il faut répondre aux exigences de confort, de qualité, de durabilité, de prix aussi, voilà, et puis de santé aussi. Il y avait plein d'enjeux en fait dans ce projet qui était assez complexe à gérer. L'économie circulaire, ça va demander du temps pour qu'elle se développe. Là, on a mis 4 ans et on fait fabriquer ce matelas aujourd'hui à
assemblé, il est assemblé à Niort par une entreprise de Niort qui s'appelle EBAC, avec lesquelles on travaille, et qui a donc sorti il y a quelques semaines le matelas Timothée, qui est une vraie innovation parce que c'est la première boucle d'économie circulaire dans la filière de la literie, puisque c'est le premier matelas qui est fait à partir de vieux matelas. Donc c'est pour nous un exemple presque parfait finalement de ce qu'on peut faire, ce que Camif peut faire en mobilisant son écosystème pour inventer des nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation aussi, parce que ça ne peut pas se faire de manière conventionnelle tout ça. Et en plus, Ethnici, vous travaillez avec des personnes en insertion professionnelle. Il y a Timothée qui voulait parler avant. Oui, voilà Timothée. Je voulais juste compléter, merci Emery. Effectivement, le déchet, finalement, c'est une ressource qui s'ignore. Et le projet qu'on a mené avec la Camif, 4 ans, ça paraît long, mais 4 ans pour qualifier techniquement, chimiquement, et également aller à contre-courant d'un greenwashing un peu ambiant. Nous, aujourd'hui, notre matière, on a fait passer des analyses de cycle de vie. Pour faire 1 tonne de mousse, c'est 200 kg de CO2 pour de la mousse recyclée, alors qu'avec de la mousse neuve, on est quasiment à 4000 kg. Donc, il y a un différentiel de 1 à 20. Donc, la différence est vraiment énorme et très significative. Et ce déchet, à partir du moment où on y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'innovation, là, on arrive à sortir un vrai produit innovant. C'est ce qu'on fait avec le matelas Timothée. Donc finalement, 3-4 ans, c'est pas si long que ça en termes de R&D, et on préférait prendre le temps pour sortir le bon produit que aller et se précipiter et finalement ne pas rencontrer son marché. Ce qui est important, c'est que le produit rencontre son marché. Et je rajouterais également pour la dimension sociale. Avant, il fallait une personne pour enfouir des matelas. Aujourd'hui, Second Life fait travailler 60 personnes pour redonner vie à la matière, et on évite autant de ressources naturelles consommées. Justement, Second Life travaille avec des personnes en insertion professionnelle, et vous vouliez en parler justement, Timothée, de ce sujet. Oui, alors aujourd'hui, sur les 60 personnes, on a environ un tiers de l'effectif qui est en insertion professionnelle. Pour nous, c'est on est une entreprise d'insertion avec tous les conventionnements qui va bien, mais c'était surtout la possibilité de donner en local du travail à des gens qui soient éloignés de l'emploi, et leur permettre, via un métier qui s'y prête, leur donner un parcours. C'est un parcours de 24 mois durant lequel la personne va être accompagnée tant d'un point de vue technique que d'un point de vue accompagnement social et professionnel. S'il rencontre des problématiques de logement, d'addiction ou autre, on a du temps consacré à ça. Et ça, c'est extraordinaire parce que au bout de 24 mois, alors on est dans une dynamique de croissance et on embauche une partie de ces personnels-là, mais on a des gens qui veulent demain être poseurs de fenêtres, aller travailler en EHPAD, et on leur donne des créneaux pour durant notre parcours de formation pour aller se former ailleurs dans d'autres sociétés. On va également parler du transport, parce que limiter le transport, c'est aussi limiter les émissions de gaz. Qu'est-ce que vous faites justement, Quentin, à ce propos ? Alors, je voulais juste rebondir sur ce que disait effectivement Timothée juste avant. Au sujet du social, pour moi, c'est effectivement très, très important. On parlait de local tout à l'heure. Je pense que pour Second Life comme pour Enici, le but, c'est de s'ancrer dans un territoire. Nous, on est basé à Roubaix, qui est un territoire où le taux de chômage est très, très élevé. Et une des missions des entreprises de l'économie circulaire, c'est aussi de créer de l'emploi, de favoriser l'emploi dans ces territoires. Et donc, pareil, on travaille beaucoup également en insertion, et avec des partenaires qui nous aident à recruter des gens qui sortent de chantier école insertion. Et c'est hyper important aujourd'hui, justement, de rappeler que l'économie circulaire, c'est aussi du local, du made in France, mais donc aussi de l'emploi en France, et pas que la dimension éco-responsable qu'on a parfois tendance à mettre en avant en premier. Oui, c'est bien de le préciser, mais merci beaucoup. Pour les transports, on n'a pas parlé justement, donc je reviens sur les transports pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce que vous travaillez cet aspect dans vos entreprises à chacun, Quentin ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, chez Enici, donc nous, on recycle une dizaine de types de déchets différents. On a beaucoup de demandes un petit peu partout en France pour aller récupérer des gisements de déchets. Nous, aujourd'hui, on met un point d'honneur à ne sélectionner des gisements qui sont situés qu'au nord de Paris, en fait, à maximum 150-200 km de chez nous, parce que c'est un petit peu, selon nous, un peu ridicule d'aller chercher un déchet à 2000 km pour le transformer dans le nord et et avoir finalement un impact carbone qui soit plus important que si on avait laissé le déchet en traitement sur place. Et puis, c'est aussi mutualiser nos transports. On a beaucoup de partenaires qui sont vraiment à proximité, partenaires fournisseurs et partenaires, j'entends aussi par là, clients. Et donc, c'est aussi de mutualiser les envois, etc. Ça demande une petite question d'organisation, mais c'est aussi favoriser ces transports en commun, entre guillemets, de marchandises plutôt que d'affréter des camions dans tous les sens sur le territoire. Et secondly, comment vous vous organisez justement pour les transports et pour favoriser ce circuit court? Alors déjà, on s'inscrit dans une filière. Alors c'est une filière qui a été réglementée par les pouvoirs publics en 2012. C'est une volonté du gouvernement français de lancer une filière pour tout ce qui est déchets d'éléments d'ameublement. Donc avec la création notamment d'un éco-organisme qui s'appelle Ecomobilier, avec qui on travaille et qui va lui optimiser qui est garant de la bonne collecte et du bon recyclage de tous ces déchets d'ameublement. Donc nous, on est en contrat avec Ecomobilier notamment, et qui est notre apporteur de matelas et qui optimise le flux de la déchetterie jusqu'à chez nous afin qu'il y ait un maximum, que la filière soit le plus rationnelle économiquement et environnemental et d'un point de vue environnemental. Une fois que c'est chez nous, on arrive avec un déchet qui est à gros volume, faible valeur ajoutée. Gros volume, faible valeur ajoutée, donc le transport, c'est capital pour nous. Donc, on a décidé d'internaliser l'ensemble des étapes de transformation. C'est pour ça que je vous parlais de 3 métiers. Un premier métier où on va séparer les matières, mais après, on va aller au-delà dans la chaîne de valeur pour pouvoir proposer à des fabricants et des distributeurs le produit le plus proche d'un produit final vendable auprès d'un consommateur auprès des consommateurs, et ce qui permet de limiter justement l'impact des transports. Et selon vous, Emery, comment se situe la France par rapport aux autres pays, justement sur l'émission à effet de serre, de gaz à effet de serre? Plutôt très bien, à vrai dire. On sait aujourd'hui que pour fabriquer un matelas, un canapé, une table en France, si on devait fabriquer la même table en Chine, ce serait 9 fois plus de CO2. Pourquoi? Parce que le mix énergétique de la Chine, il est 4 fois moins bon que la France, un carbure au charbon, et parce que l'efficience des machines, des usines, de l'isolation des bâtiments est 2 fois meilleure en France qu'elle n'est en Chine. Donc, on voit déjà que sans même parler de la conception même du produit et sans même intégrer le coût écologique du transport qui consiste à faire venir de très loin des produits, on est déjà 9 fois meilleur en France sur le bilan carbone ou les émissions carbone de la production française par rapport à la production chinoise. Ça milite, et on sait aujourd'hui sur les 11 tonnes d'émissions carbone par an et par Français, il y en a 54% qui sont liés à nos importations. Donc juste en relocalisant, on a une réponse très concrète à comment on peut réduire l'impact carbone de sa consommation. Et ensuite, et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, on a annoncé qu'on avait renoncé à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe, qui représentaient 5% de notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on peut annoncer fièrement que Camif, c'est 77% de son chiffre d'affaires avec 106 fabricants français et 100% en Europe. Donc voilà, pour le local. Et puis après, il y a tout l'engagement des fabricants français qui ont compris aussi, je pense qu'on a un temps d'avance là-dessus, que faire du Made in France, ça ne suffisait pas. Et que pour réussir, il fallait avoir de l'innovation. L'innovation, elle est dans la façon de faire les produits, elle est dans l'éco-conception dont parlait Quentin tout à l'heure, elle est dans l'économie sociale, une économie qui a un impact positif pour les enjeux sociaux sur le territoire, elle est dans le design aussi, il faut qu'on n'oublie jamais une table, la table Emi, elle est belle avant tout, et ensuite, elle est super parce qu'elle est fabriquée en France, elle crée des emplois en France, et en plus, elle est fabriquée de manière circulaire.
Donc, elle a tout pour réussir. Mais d'abord, il faut commencer par plaire quand même et faire un beau produit. Même le matelas de Timothée est beau. Tu vois. Ben justement, à propos Pas de tes évident de rendre un matelas, matelas beau, mais si, il y a eu beaucoup d'efforts de fait aussi sur le look. non, parce qu'en plus, il ressemble au vieux matelas de Exactement. grand-mère. Donc, il y a ce côté ancien et on a vraiment envie de s'allonger dessus. Il faut le dire quand on le voit. Justement, on va revenir sur les matelas parce qu'on a des téléspectateurs, enfin, on ne dit pas téléspectateurs, on dit des internautes qui, d'après le sondage, eh bien, 50% d'entre eux ne savaient pas qu'un matelas est recyclable. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que souvent, on ne sait pas que les produits sont recyclables. Alors, comment est-ce qu'on fait pour recycler son matelas? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner aux gens? Alors, justement, je me permets d'intervenir là-dessus. C'est déjà pour une fois un peu cocorico. La France est vraiment précurseur dans la partie recyclage de matelas. Et matelas précisément. Je vous parlais d'une filière créée en 2012. On a été le premier pays à légiférer sur le problème du matelas. Très encombrant, faible valeur. Donc, c'est vrai qu'il y a par définition, c'est compliqué à recycler. Donc, je comprends que les internautes ne soient pas forcément au courant au fait qu'on puisse le recycler. D'autant plus qu'en fait, la filière a été montée pour simplifier au maximum la vie du consommateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un matelas, vous allez le porter dans votre déchetterie, la déchetterie la plus proche, il arrivera chez moi. Donc, il n'y a rien à faire. C'est compris dans la filière et on a réussi à faire quelque chose le plus simple possible et avec les meilleurs taux de recyclage parce que nous, on a un effet volume et on est encouragé par notre éco-organisme à aller vers le plus d'innovation possible. Donc, le maximum de valeur ajoutée sur les produits, ce qui fait que effectivement chaque année est une année où on avance énormément sur ce sujet parce que ça fait 10 ans que la filière est lancée maintenant et on commence à en récolter les fruits et ça c'est très positif et le geste pour le consommateur est assez simple. Et d'ailleurs au 1er janvier, il va y avoir une obligation de reprise. Donc 1er janvier 2022, il y aura une obligation de reprise, donc ça facilitera encore plus le geste pour le consommateur. À partir du moment où il achètera un matelas neuf, le distributeur aura l'obligation de reprendre l'ancien matelas et après on s'en charge. Bah ça, c'est bien parce qu'on n'est pas forcément informé. Et c'est toutes les déchetteries qui acceptent les matelas ou certaines déchetteries? Alors ça, c'est des déchetteries qui sont équipées parce que équipées d'une benne écomobilier notamment. Et à partir du moment où il y a une benne, on a souvent des problématiques de place dans les déchetteries, etc. Mais aujourd'hui, globalement, la plupart des déchetteries sont équipées ou les collectivités proposent des solutions alternatives. Oui, et puis il y a aussi les maisons du tri. Hein. Il y a un site éco-mobilier que vous pouvez trouver l'info. Vous pourrez trouver l'info. Donc, n'hésitez pas à chercher sur Internet, bien évidemment. Est-ce que l'économie circulaire, c'est aussi un mode de consommation repensé, selon vous, Emery? Oui, l'économie circulaire, on parle souvent des 5 R. D'abord, refuser d'acheter des produits dont on n'a pas besoin ou qui viennent de très loin. Ensuite, réduire notre consommation. Et pour réduire, c'est aussi privilégier des produits qui vont durer plus longtemps. Ensuite, réutiliser. Alors, ça peut passer par du relooking, voilà, de l'occasion, voilà, donner une deuxième vie. Et puis ensuite, il y a le réemploi. Voilà, c'est ce qu'on s'emploie à faire avec Timothée sur les matelas et le recyclage. Voilà. Donc oui, en fait l'économie circulaire. Il y a plein d'étapes en fait de l'économie circulaire qu'on peut appliquer soi-même dans sa consommation, voilà, et qui sont des bonnes pratiques qu'il faut qu'on réadopte parce que l'économie circulaire, c'est Timothée ou Quentin, je sais plus, a dit c'est quelque chose de naturel en fait. Ben oui, mais nos grands-mères faisaient de l'économie circulaire sans le savoir. Elles faisaient du do it yourself sans le savoir. Elles faisaient ce qu'on doit réapprendre à faire. On a juste en 2 générations perdu totalement la tête en pensant qu'on pouvait consommer toujours plus des produits neufs et que c'était pas grave et que les ressources seraient infinies, qu'il n'y aurait pas de conséquences. Aujourd'hui, on prend conscience. Probablement, on est la première génération à prendre conscience du lien entre les problèmes qu'on observe, des dérèglements climatiques, des problèmes de biodiversité et nos modes de vie, et nos modes de consommation, et nos modes de production.
mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça soit trop tard. Donc, chacun en est acteur, hein, en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise, qu'on soit un fabricant, qu'on soit un producteur, on a tous quelque chose à faire pour changer nos modèles. Et c'est ça que je trouve assez enthousiasmant parce qu'aujourd'hui, il faut tout revoir. Faut tout revoir et c'est en ce moment effectivement et c'est on le rappelle hein, la semaine du Black Friday et qu'il faut boycotter absolument parce que là pour le coup on n'est pas du tout sur une économie circulaire loin de là. On voit que les gens sont un peu perdus. Alors on le disait justement, on savait pas qu'on pouvait recycler nos matelas. Est-ce qu'il y a des labels qui permettent de mieux nous informer et qui peuvent nous aider et nous guider? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous pouvez nous en indiquer? Quentin? Alors, effectivement, il existe pas mal de labels aujourd'hui. Nous, chez Enici, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place, le label, parce qu'on travaille des matériaux très différents les uns des autres et qu'on est présent dans beaucoup d'industries. On fait de l'objet déco, du mobilier, du carrelage, de la jardinerie, etc. Donc, c'est un petit peu complexe. C'est aussi pour ça qu'on a déposé le nom de notre matériau, le Westeriol. Et derrière ce nom, il y a un engagement, j'en parlais tout à l'heure, c'est les 75 à 100% de matières premières usagées dans le matériau. La complexité de certains labels, c'est aussi le coût que ça représente pour certaines petites entreprises. Hein. C'est effectivement parfois un investissement, mais il existe, oui, pas mal de labels que certaines entreprises et certains produits même parviennent à obtenir. C'est le cas de Cradle to Cradle, par exemple, qui a un label qui permet de certifier que le produit s'inscrit bien dans une démarche circulaire. Et justement, chez Camif, je crois que vous avez des produits qui sont avec ce label Cradle to Cradle, notamment la collection de linge, je crois, de bain. Absolument. Ouais. Quand les produits portent les labels, on les affiche. Mais on va un peu plus loin sur la transparence, sur toutes les fiches produits Camif comportent la transparence à la fois du lieu de fabrication, du nombre d'emplois qu'on soutient, mais aussi de l'origine des principaux composants et de combien de kilomètres ils peuvent faire pour aller jusqu'à l'usine. Parfois, des entreprises, Quentin le disait très justement, avec lesquelles on travaille, qui sont des PME ou des TPE sur les territoires, n'ont pas forcément les moyens de se payer un label. Par contre, elles sont totalement transparentes et voilà, et on les connaît bien, on les visite et on se rend compte qu'il y a un travail considérable qui est fait derrière, qui mérite d'être davantage mis en valeur, davantage connu. C'est ce qu'on fait aussi à travers les vidéos reportages. J'ai mis la vidéo qu'on avait été tournée chez Timothée pendant le tour du Made in France. Là, c'est passionnant de voir tous les métiers qui se cachent derrière les produits qu'on vend, toutes les pratiques et les bonnes pratiques des entrepreneurs avec lesquels on travaille, des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, au-delà des labels et de la forêt de labels qui existent dans le développement durable, dans les bois gérés durablement, bref, il y a beaucoup de labels. Et je crois beaucoup à la vertu de la transparence. J'ajouterais là-dessus tu parles en fait, on parle d'étiquetage environnemental. Aujourd'hui, c'est des choses assez normées et d'une certaine manière, pour moi, c'est le choix de la simplicité auprès du consommateur, d'avoir de manière très simple, une lisibilité sur l'étiquette. Et aujourd'hui, il y a un projet porté par l'ADEME d'étiquetage environnemental. Notre objectif avec une analyse du cycle de vie, c'est de s'inscrire de s'inscrire au-delà des labels, s'inscrire justement dans une démarche de transparence sur l'étiquette. Et il y a l'étiquette, il y a les gages de transparence au niveau du produit, mais également au niveau au niveau social, d'une certaine manière. Voilà, l'entreprise participant à l'économie sociale et solidaire, c'est aussi une entreprise qui s'inscrit dans ces valeurs-là. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de d'autres produits que vous comptez justement développer sur cette économie circulaire? Est-ce que vous avez des projets pour aller encore plus loin avec Secondly, par exemple? Notre objectif, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Donc, ça veut dire qu'on va revoir tous les produits du catalogue Camif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du matelas qu'on a développé avec Timothée, on est en train de voir avec tous nos fabricants qui utilisent de la mousse,
je pense au canapé par exemple, comment on peut pousser la mousse issue de matelas recyclés dans ces collections de canapés qu'on vend aussi sur Camif.fr. Et donc, c'est vraiment mobiliser tout l'écosystème, créer des liens, des ponts entre. Moi, je crois à cette valeur qu'a Camif, c'est cette capacité à créer du lien avec toutes ces parties prenantes, avec ses fournisseurs, son écosystème de fournisseurs, avec des gens qui mettent au point des matériaux, Quentin en parlait tout à l'heure, pour qu'on puisse les retrouver le plus possible, parce que plus on pourra trouver de mousse issue de l'économie circulaire, de matériaux issus de l'économie circulaire, mieux ça sera pour la planète, tout simplement. Donc, il y a une révolution à mener partout, et c'est vraiment l'enjeu d'arriver à engager tout notre écosystème et à changer les modes de production, les sourcings de matériaux pour qu'ils soient plus soutenables, tout simplement. On n'a pas parlé de Quentin, il y a beaucoup de projets, Quentin, il faut que tu en parles, mais beaucoup de projets de développement de produits. Effectivement. Je reçois d'ailleurs demain ici une partie de l'équipe produit de Camif pour parler de la suite. Effectivement, nous, alors même la gamme EMI est vouée à évoluer et à être déclinée avec d'autres matériaux, parce qu'aujourd'hui, sable de fonderie, c'est une pierre noire. Mais on peut l'imaginer en pare-brise de voiture, en briques, etc. Donc, faire des choses assez différentes. Et finalement, nos matières permettent de revoir pas mal d'objets. Et je tenais à le souligner tout à l'heure, on a parlé du temps qu'avait mis Secondly à développer le matelas, etc. Oui, chez nous aussi, les process sont très longs. Le développement d'EMI, par exemple, a demandé pas mal d'innovation et de mise au point chez nous qui ne se sont pas fait sans mal. Et on a vraiment été effectivement accompagné par Camif qui a compris nos délais, etc., nos contraintes de production. C'est important de le préciser, ce n'est pas toujours le cas dans ces secteurs d'activité. Et le but étant vraiment d'être partenaire au-delà d'une relation commerciale et que chacun fasse de son mieux pour mettre au point des produits qui plairont aux clients et qui seront en même temps bons pour la planète. Mais c'est important effectivement de s'accompagner mutuellement dans ces démarches qui sont encore aujourd'hui un peu à contre-courant. Et donc, voilà. Alors souvent, quand on parle d'éco-conception, de circuits courts, etc., on pense à des choses pas très jolies. C'est vrai, ça fait partie. On a l'impression qu'on ne va pas être sur de l'esthétisme. Et pourtant, il faut montrer aux gens, et justement avec vos produits, vous le montrez, que ce soit avec le matelas Timothée qui est magnifique, ou vos produits chez Ethnici qui sont très beaux et très quali et très design. Ça aussi, il faut changer les mentalités de ce côté-là. Et ça, c'est important. On peut faire du beau et du bon. On peut faire du beau et du bien. Voilà, c'est tout l'enjeu, parce que le consommateur, lui, il passe quelques secondes sur un site internet, il voit un produit, ce qui va l'attirer, c'est d'abord le visuel, c'est le caractère. Est-ce que je me projette, est-ce que j'ai envie d'avoir ce meuble chez moi, c'est par ça qu'on rentre. Puis après, il va s'interroger à comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Et ça va le convaincre finalement de choisir ce produit-là. Mais il faut d'abord qu'il ait le coup de cœur. Voilà. Donc, il faut arriver à faire passer le coup de cœur. Mais c'est possible. On le fait très bien avec Camif Édition. On a des très, très belles collections qui sont issues de ce processus d'économie circulaire ou d'éco-conception. Et on arrive très très bien à réconcilier le beau et le bien. Et je pense qu'il y a probablement un rôle d'ailleurs du design à jouer pour accélérer la transition vers ces modèles issus de l'économie circulaire, en tenant compte même dans le design même du produit des critères de durabilité. Par exemple, on sait qu'un produit, Quentin disait qu'il faisait ses ACV, ses analyses de cycle de vie, moins un produit aura de matériaux différents, hétérogènes, moins il aura de colle, de vis, de clous, de machin, plus il sera facile à recycler en fin de vie, et plus on pourra facilement le réemployer ou lui redonner une deuxième vie ou le recycler. Et donc, il faut penser ça au niveau du design. Et puis, le design, c'est le design d'être économe, d'être frugal, utiliser moins de matière, moins de matériaux, des matériaux peut-être plus légers. Voilà, c'est aussi ça l'idée de comment on peut utiliser le design pour accélérer la transition vers ces modèles d'économie circulaire. Et enfin, ne pas utiliser le design comme une arme pour rendre le produit obsolète au bout de 2 ans. Donc, utiliser le design pour qu'il soit suffisamment intemporel et qu'on se dise dans 20 ans, quand on a été au salon du Made in France, c'était très intéressant il y a quelques jours, il y a des clients qui sont venus en disant il y a 40 ans, on a acheté un canapé chez vous, il est super, il est toujours très, très, très bien. Ça fait plaisir parce qu'on se dit on a un produit qui va durer.
On dit souvent, bah oui, l'éco-conception, le Made in France, ça coûte plus cher. Bah, en fait, non, parce que le taxi qui m'a accompagné au salon de Made in France m'a appris cette petite phrase magnifique: acheter chinois, c'est acheter 3 fois. Donc, en fait, en privilégiant la qualité, les produits éco-conçus qui ont bénéficié d'une attention sincère des fabricants sur leur façon de faire, sur les matériaux. Oui, on est gagnant au final. In fine, on est gagnant. Voilà. Donc, oui, c'est peut-être un investissement un peu plus élevé au début. Par contre, sur la durée, c'est clair qu'on s'y retrouve. Et la planète aussi s'y retrouve. Parce que le problème, c'est que c'est qu'on dit on utilise des déchets. Déchets, il y a forcément le mot côté négatif. Sur le mot lui-même, un déchet, c'est pas quelque chose de positif. Et pourtant, aujourd'hui, il faut revaloriser ce mot et revaloriser le déchet. Alors, c'est vrai, et c'est drôle parce qu'au Salon du Made in France, on avait des magnifiques plaids et les gens disaient, ah, c'est très joli. Et après, on leur disait, oui, mais vous savez, à partir de quoi c'est fait? Non, ah ben, c'est des chaussettes recyclées. Alors, et ce sont des plaids qu'on vend sur camif.fr aussi. Mais il y a une meilleure acceptation, je trouve aussi, de la part des consommateurs aujourd'hui sur le fait que le produit doit être recyclé, il doit être recyclable. Donc, quelque part, on accepte aujourd'hui d'acheter des vêtements d'occasion. Donc, c'est presque rentré dans les mœurs quelque part. Et je dirais que même s'il y a peut-être quelques années, il y avait encore des réticences à acheter un produit fabriqué à partir de matériaux recyclés. On avait par exemple des fabricants de matelas qui n'osaient pas nous dire que leur feutrine était recyclée, etc. Alors que nous, on trouvait que c'était super. Mais voilà. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et probablement la crise de la Covid qu'on vient de connaître a encore accéléré davantage l'éco-conscience, en fait. Oui, c'est ça, c'est l'éco-conscience. Et d'un point de vue hygiénique aussi, ça peut poser problème, et notamment pour les matelas, puisqu'on est en train de recycler des choses. Donc, on peut se dire aussi d'un côté hygiénique, ça peut nous poser problème. Je me fais l'avocat du diable, hein, mais en même temps, il faut en parler. Moi, c'est marrant parce que quand je reçois du monde chez moi, enfin, sur mon site à Flaviac, c'est vraiment la première question qu'on me pose. Mais l'hygiène des matelas, etc., parce qu'en général, je les amène, on est dans notre showroom où on a quelques matelas, etc. Et ça vient du recyclage, ça. Je dis, je vais vous montrer. Et là, on fait la visite du site et à partir du moment où on voit que les choses sont carrées, et que d'un côté, il y a une activité de démantèlement, ensuite, on transforme la matière, ensuite, on fabrique un nouveau produit. Et à la fin de la visite, je leur dis, mais vous vous rappelez la question que vous m'avez posée au démarrage? Et ça paraît une évidence. Donc, je sais que maintenant, on a un effort de communication et de démonstration, en fait. Jusqu'à présent, on s'est concentré sur le comment. Maintenant, il faut comment faire et comment s'assurer que effectivement, ce soit bon techniquement, mais sain pour la planète. Donc, analyse cycle de vie, sain pour l'homme, donc analyse chimique, bactériologique, etc. Il faut savoir quand même que nos mousses, pour être recyclées, elles passent dans des fours à 160 degrés. Il reste plus grand-chose après ce genre et du coup, à partir du moment où on a fait toutes ces étapes, ça paraît une évidence pour le consommateur. Il y a encore quelques freins à l'économie circulaire. Je ne prendrai qu'un seul point, un point administratif. Moi, aujourd'hui, mon activité, d'un point de vue administratif, soit je suis recycleur, soit je suis fabricant d'ameublement. L'administration ne prévoit pas une case économie circulaire. C'est dommage. Et effectivement, le consommateur commence à être de plus en plus près. Les distributeurs, écoutant le consommateur, ont été les premiers à venir nous voir. Les fabricants s'y mettent vraiment. Et la crise la crise sanitaire a été un phénomène d'accélérateur. Maintenant, je pense qu'il y a aussi l'administration publique qui se doit aussi d'accompagner ce mouvement. Donc là, du coup, si on résume sur notre économie circulaire, on l'a bien défini. On a compris donc qu'il fallait des transports courts, des produits proches. On a parlé également bien sûr du côté social et environnemental. Est-ce que vous avez chacun votre tour une phrase de conclusion concernant justement cette économie circulaire qu'il faut favoriser aujourd'hui? Comment encourager les gens? Comment le conclure? Et comment justement continuer cette opposition à ce Black Friday? On commence par vous, Quentin. Je me lance. Effectivement, c'est difficile de résumer tout ça en une phrase. C'est surtout des mots-clés qu'on a tous employés qui sont hyper importants. On a parlé de transparence,
Et je pense que ça, c'est valable pour tous les domaines. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui en tant que consommateur, c'est quand on achète un produit qui a été fabriqué dans le cadre de l'économie circulaire, on sait ce qu'on achète, on sait où ça a été fabriqué, comment, dans quelles conditions, qui le vend. On sait que tout le monde a aussi, porte ses responsabilités en termes d'économie d'échelle, etc., souvent de marge aussi, qui sont relativement raisonnables dans ce type d'économie. Et donc, c'est complètement en opposition avec l'économie linéaire, etc., les achats rapides où on est capable de vous faire 70% sur un produit en gagnant encore de l'argent aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment la transparence, le local, le responsable, le durable. Et tout simplement, voilà, se meubler beau, se meubler bien et pour longtemps. C'est pareil pour les matelas? Ouais, alors de manière plus générale que le matelas, je pense qu'il faut revenir à des choses de bon sens et s'interroger sur le besoin réel. Je trouve que le thème entre l'opposition entre Black Friday et économie circulaire est symptomatique. D'un côté, on s'inspire de la nature, de l'autre côté, on fait appel à notre envie, à notre orgueil. Mais est-ce vraiment nécessaire? Donc juste un retour au bon sens, un retour à la nature et aux justes besoins. C'est ça, on en a parlé justement dans le premier live, Emery. J'allais conclure par un gros bisou. Voilà, c'est ça. Les bonnes questions à se poser avant d'acheter un produit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou à quel besoin ça répond? Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Est-ce que je n'ai pas un produit semblable, similaire qui m'éviterait de faire cet achat? D'où il vient? C'est-à-dire aussi comment il est fabriqué, se poser toutes ces bonnes questions. Est-ce qu'il est vraiment utile et est-ce qu'il est socialement responsable? Est-ce qu'il y a un impact social positif au bout? Si on répond oui à toutes ces questions, alors on peut sortir sa carte bleue et acheter. Sinon, il faut passer son chemin et économiser son argent. Et favoriser la planète, bien sûr. Pour moi, l'économie circulaire, ce qui est vraiment au cœur de la mission Camif, c'est l'économie de demain. Eh bien, c'est une belle phrase de fin. Ben, merci à tous les trois d'être intervenus sur cette thématique. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez revoir cette interview, ce live sur le blog et le site de camif.fr. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à en poser. Nos invités sont encore là pour y répondre. Donc voilà, écoutez, merci à tous. Et puis, allez voir les produits, aussi bien les matelas de seconde lit, Ethnici avec cette merveilleuse collection, très design, très belle, qui s'inscrit dans tous les intérieurs et bien sûr sur le site de camif.fr. Voilà. Mais écoutez, merci à tous. Et puis, voilà. Je mets juste dans le chat le petit lien pour revoir le premier. On est en direct, alors bienvenue à tous. Voilà, le premier live. J'ai mis le lien pour voir le premier live qu'on a fait sur le bug avec Sébastien Boller du bug humain qui était passionnant sur justement les freins de notre cerveau et les récompenses type dopamine qu'on obtient quand on achète vite sans réfléchir, mais qu'il faut arriver à dominer et à dompter. Voilà, domptons notre dopamine et n'hésitons pas à privilégier justement cette économie circulaire. À bientôt. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Bisous. Et à bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.